merci pour votre accueil ce soir à l'école. Alors je vous avoue, je suis un peu impressionnée parce que autant je suis habituée au format table ronde avec la FFB, les machins, tout ça. Mais alors école, étudiant, là, vous m'impressionnez. Mais voilà, encore un défi à relever. En fait, je vais un peu décaler le sujet. J'ai un peu décalé le sujet par rapport à ce que tu as annoncé. Enfin, mon parcours et ma façon de m'organiser dans ma vie, c'est pas trop le sujet que j'ai choisi d'aborder. En fait, ce que j'ai voulu mettre en avant ce soir, c'est que en tant qu'architecte, on a souvent l'impression de subir notre cadre d'exercice, les normes, les règles, les décisions publiques, comme si ça tombait du haut. En même temps, c'est ce cadre qui conditionne tout, notre manière de travailler, notre liberté de conception, nos conditions économiques et même notre place dans la société en tant que professionnel. Et ce cadre, si on a l'impression qu'il est figé et qu'il tombe sur nous sans qu'on puisse agir dessus, en réalité, il n'est pas figé. Il est le produit d'actions collectives, de rapports de force, de négociations, de choix politiques, mais alors politiques au sens noble du terme. Euh, et en fait, s'il y a quelque chose de base qui est important qu'on ait en tête, c'est que être architecte, c'est s'engager. De toute façon. C'est-à-dire, chaque projet, c'est une prise de position sur la ville, sur le territoire, sur le vivre ensemble. Euh, mais en fait, la question de fond, c'est comment, collectivement, on peut agir sur le cadre qui conditionne notre vie professionnelle. Voilà, c'est avec mon parcours, c'est avec ce que j'ai vécu, avec mon rôle à l'UNSFAM, et c'est pas tant ça que je voudrais vous proposer, c'est pas un récit personnel, c'est ce dont je veux vous parler, c'est de la profession, de la force du collectif que l'on peut avoir si on est convaincu que c'est par là qu'on peut agir, et des leviers concrets qu'on a pour évoluer le cadre dans lequel on exerce et dans lequel vous allez exercer. Du coup, ce que je vais faire, c'est déjà vous recentrer un petit peu les moyens d'action que l'on a, où est-ce que le collectif a du poids, en mettant aussi au cœur de la réflexion un sujet majeur qui est resté longtemps invisible et qui aujourd'hui prend toute sa place au cœur des réflexions de la profession, qui est la question du genre et de l'égalité professionnelle. En fait, à travers cet exemple, je vais essayer de vous montrer comment un collectif prend en main un sujet et fait bouger des lignes. Donc voilà, la base, le postulat duquel je voudrais qu'on parte, c'est que exercer, c'est s'engager sur l'usage et l'accueil de ce qu'on produit, sur la densité que l'on choisit de mettre dans nos projets, enfin qu'on choisit ou en tout cas qu'on positionne, l'économie du projet, à quel prix on accepte de travailler ou pas, quelles conditions voilà, pour nos salariés, c'est quelque chose de très important aussi. Ça, c'est un choix que l'on porte, c'est un engagement de chef d'entreprise. Quelles conditions pour nos équipes dans nos agences. Voilà, tous ces choix que l'on fait à chaque projet, à chaque moment d'une vie professionnelle, en tant qu'architecte, c'est un engagement. Mais c'est un engagement, par contre, personnel. Et là, rapidement, on touche des limites, en fait. On voit qu'on peut maîtriser ce qu'on produit en tant que conception et qualité architecturale, de tenter des dialogues constructifs avec nos clients. Je dis tenter, c'est pas très sympa, de mener des dialogues constructifs avec nos clients, des choix techniques, esthétiques. Et je reparle aussi des équipes parce que c'est vraiment important. Et ça, c'est vraiment de notre fait, individuellement. Mais on subit voilà, des règlements d'urbanisme un peu contraignants, des normes techniques en évolution, en constante évolution, un cadre économique imposé, un cadre législatif. Et ça, on a l'impression qu'on n'a pas la main dessus et qu'on va devoir les subir. Hop. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, il faut que je revienne là à chaque fois. Pardon. Et la première étape du collectif que l'on peut voir quand on agit en tant qu'architecte, c'est sur le territoire. Un territoire sur lequel on agit en tant que professionnel, en tant que concepteur, mais aussi un territoire où l'on peut s'engager. Et il y a énormément de façons de s'engager dans nos villes, dans nos espaces. Je pense par exemple à tout ce qui est filière spécialisée autour. Alors je pense qu'ici il y a beaucoup de choses qui se passent autour du bois, mais il y a d'autres lieux où ce sera autour de la pierre, enfin des filières constructives spécifiques liées à nos territoires, les maisons de l'architecture, l'ordre, les syndicats territoriaux évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais ça peut aller jusqu'à s'impliquer dans nos mairies, dans nos conseils municipaux, pourquoi pas. Et aussi quelque chose qui est très important, je pense, pour nous architectes, c'est de s'impliquer, de s'engager dans des réseaux d'entrepreneurs.
C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent en tête quand on démarre une activité, mais être architecte et être à son compte, c'est être chef d'entreprise. Donc, dans chaque ville, dans chaque territoire, il existe des réseaux d'entrepreneurs qui sont prêts à accompagner des jeunes professionnels ou des moins jeunes d'ailleurs, mais en tout cas dans leur posture en tant que chef d'entreprise. Je pense par exemple, à titre personnel, au sein de l'agence, on a choisi de s'investir au CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui prône en fait une façon de diriger une entreprise humaine. Disons par exemple, beaucoup mis le paquet sur la semaine de 4 heures, de 4 jours, 4 heures ça fait peu. 4 jours, voilà, enfin, des choses qui permettent en fait la qualité du travail et de se sentir aussi bien positionné en tant que chef d'entreprise. Et d'assumer cette position, parce que on a un peu cette tendance, nous architectes, à pas assumer ce rôle de patron qui est une grande part de notre responsabilité au quotidien. Tout ça pour vous dire que voilà, un premier lieu d'engagement, c'est dans nos territoires. Mais en réalité, il y a beaucoup, ce que je vous disais tout à l'heure, mais je me répète un peu, beaucoup d'éléments, de choses qui vont être impacter notre quotidien, mais qui se décident au-delà du territoire, au niveau national. Et en fait, il y a quelque chose dont vous prendrez sûrement conscience, on en a parlé longuement tout à l'heure aussi en HMO, mais en fait, on est représenté. Les architectes sont représentés par l'ordre, par les syndicats, et on essaie d'être partout où on peut, là où on peut agir, et en fait, on porte la parole, en tout cas les syndicats portent la parole de leurs adhérents, mais que vous adhériez ou que vous n'adhériez pas, la parole, elle est portée. Et surtout, là où on n'est pas, parce qu'on n'est pas toujours assez nombreux pour aller partout, là où on n'est pas, les décisions, elles se prennent quand même, et elles se prennent sans nous. Donc il est essentiel que des architectes s'impliquent, s'engagent pour porter ce qu'est notre métier, parce qu'en fait, vous vous en rendrez compte rapidement, les interlocuteurs que l'on a autour de nous ne savent généralement pas ce qu'on fait. Enfin, ils ont une image de l'architecte qui est loin de notre réalité, ils ont une image assez restreinte de nos missions, de nos responsabilités, et en fait, il s'agit d'aller expliquer ce que c'est être architecte, qu'est-ce que c'est le quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut porter comme message aussi pour la société, sur quoi on peut agir. Et en fait, nos interlocuteurs n'ont pas conscience de ça. On a besoin d'être organisé, d'être une profession organisée au niveau national pour être entendu partout, là où se prennent des décisions qui nous impactent. Et là, je vais vous parler un peu de mon choix, moi, parce qu'effectivement, je vous ai dit, il y a des dizaines d'endroits où on peut s'engager, suivant ce qu'on a envie de porter, suivant nos appétences, suivant les sujets qui nous tiennent à cœur. Moi, pourquoi j'ai choisi un syndicat? C'est des rencontres, c'est des histoires de rencontres. Le hasard, enfin j'ai expliqué ça tout à l'heure en détail, mais on rencontre des personnes qui sont impliquées au syndicat. Enfin moi, à l'UNSFA, j'ai rencontré des personnes voilà, qui m'ont laissé entendre qu'il se passait vraiment des choses, qu'on avait vraiment la possibilité de faire bouger des lignes, que si on y mettait du temps et de l'énergie collective, parce que en fait, si ça tient sur 3 personnes, c'est pas la peine, c'est vraiment le collectif qui crée un message entendable. Voilà, si moi j'ai choisi l'UNSFA, c'est à cause de son ancrage territorial. Je vous résume rapidement comment ça se passe pour nous. En fait, l'UNSFA, c'est une union de syndicats territoriaux, c'est-à-dire que c'est des architectes de terrain installés partout en France qui s'engagent dans un syndicat local, qui adhèrent à un syndicat local, et c'est le syndicat qui adhère à l'UNSFA. Et donc, les messages que l'on porte au niveau national, ils sont émis par les syndiqués des territoires. C'est-à-dire que ce n'est pas le national qui imagine une position et puis qui dit, voilà, dans les territoires, c'est ça qu'il va falloir dire au nom des architectes. C'est l'inverse qui se passe. Et moi, c'est ça qui m'a complètement convaincue. C'est-à-dire que c'est nos difficultés du quotidien, notre réalité qui se transforme en message collectif qui est porté dans les instances nationales et partout où on arrive à ouvrir les portes pour se faire entendre. Avec une vraie démocratie interne, c'est-à-dire que les décisions, les positions qui sont prises, elles sont choisies en Conseil national avec l'ensemble des représentants des territoires. Et de manière aussi plus personnelle, c'est vraiment un lieu d'entraide, d'échange, qui nourrit au quotidien notre pratique. Après, pour avoir une capacité d'influence, évidemment, plus on est nombreux, plus on nous écoute,
Et ça, c'est assez essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'UNSFA représente la profession est le principal syndicat représentatif. Il y en a un autre syndicat aussi d'architectes. Mais en fait, on a besoin de nombre. C'est-à-dire que quand on va parler dans un ministère, on dit on représente 70% des architectes. Et ça nous donne en fait la possibilité de parler pour une profession. C'est essentiel d'être le plus nombreux possible pour agir. Un autre point positif du syndicat, c'est qu'en fait, c'est un collectif qui nous ressemble. Ce qui est important, c'est qu'en fait, là, aujourd'hui, c'est moi à la présidence. J'ai des acolytes au bureau qui ont chacun des profils différents, des modes d'exercice différents, des lieux d'exercice différents. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on reprend tout ce qui vient du terrain avec vraiment des typologies d'agences qui vont de 1 à plusieurs centaines de salariés, des gens qui font que du particulier, des gens qui ne font que des énormes marchés publics à plusieurs centaines de millions d'euros. Et ben, en fait, tous ces gens-là, on leur place, on leur voit, et c'est ce qui en fait un outil pertinent. C'est-à-dire que quand on va parler dans un ministère, on dit on représente toute la population des architectes par leurs différents modes d'exercice. Je vais passer un peu vite parce que je trouve que ça devient un peu long. Vous me dites en fait, faites-moi, si je vois que vous endormez un peu, j'avancerai plus vite parce que je me rends pas trop compte. Moi, ça, je vous l'ai dit en fait, on a besoin d'être nombreux et d'avoir de la force collective. Ce qui est essentiel aussi, c'est d'avoir des moyens de repérer ce qui va nous impacter. Et là, plus on est nombreux, plus on repère. En fait, on n'exerce pas tout seul, on exerce dans une filière de la maîtrise d'œuvre et une filière aussi plus large de la construction. Et en fait, moi j'ai découvert ça aussi au fil du parcours, c'est que quand on parle d'architecture ou d'architecte dans des lieux de décision, en fait on est, alors c'est pas très agréable à entendre, mais on n'est pas grand-chose. On n'est pas très nombreux. D'un point de vue poids économique de nos agences, politiquement, ça n'a pas un impact énorme en fait. Et à moins que nos interlocuteurs aient conscience de l'impact sociétal de ce que l'on produit, où là, on a vraiment un poids fort. Si on leur parle, et c'est souvent ce qui nous est demandé, c'est qu'est-ce qu'on représente en termes de masse financière, là, on est un peu faible. Et donc, on est toujours beaucoup plus fort quand on est avec d'autres. Et quand je parle de filière maîtrise d'œuvre, on agit très régulièrement avec d'autres organisations, les économistes, les ingénieurs, les paysagistes, ça pour ce qui est de la maîtrise d'œuvre, et puis aussi pour tout ce qui est message fort et très politique, où on a besoin de faire mettre un peu la pression parfois au gouvernement. On a la possibilité de s'allier avec des acteurs économiques très forts comme la FFB, comme la CAPEB, comme la Fédération des promoteurs immobiliers, tous ces gens-là qui, eux, ont un poids économique fort, et quand on s'allie avec eux, déjà on peut leur éviter de dire des trucs qui ne sont pas tout à fait dans notre sens, on maîtrise un peu mieux le message et les sujets qui sont portés, et ça nous permet d'être beaucoup mieux entendus. Alors, ça, c'est horrible, je vous l'accorde, mais c'est hyper important parce qu'en fait, moi, j'avais pas conscience de ça avant d'arriver à l'UNSFA. En fait, la France, la démocratie française, elle est basée sur 3 instances de la démocratie: l'Assemblée nationale, le Sénat, je pense que là, tout le monde est OK, et il y a le CESE. Le CESE, c'est la représentation de la société civile. Et à travers ce CESE, on a une capacité d'influence. En fait, ce CESE, il est composé par des représentants des organisations professionnelles, d'associations et notamment des syndicats. Donc en fait, à travers... Alors je crois que j'en ai une un peu plus. Voilà. L'UNSFA fait partie de l'UNAPL. L'UNAPL, c'est l'Union des professions libérales. L'Union des professions libérales fait partie de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, et l'UDP a des places attitrées au CESE. Ce qui nous permet en fait d'avoir de l'influence à un niveau de décision qui est hyper important. Je reviens un tout petit peu en arrière parce que du coup, ça vous resitue un petit peu. Vous le voyez, on a donc l'UDP dont je viens de vous parler, il y a la CPME, le MEDEF qui sont au même niveau, donc le MEDEF on le connaît bien,
Et puis les syndicats de salariés, dont on connaît aussi les noms, mais on n'a pas, moi je n'avais pas conscience que les architectes, à travers ça, et le syndicat de l'architecture a ce même pouvoir à travers la CNPL, ils ne sont pas dans le même syndicat interprofessionnel que nous, mais peu importe, le sujet est le même, c'est-à-dire qu'on peut porter des positions, on peut porter des sujets à un niveau très élevé dans notre démocratie. Et je reviens sur le fait d'agir en filière. La filière, donc on s'appuie dessus pour porter des positions beaucoup plus larges qu'uniquement les architectes. Et je vais citer deux exemples. L'Office du bâtiment, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui en fait dans des dynamiques locales rassemble les entreprises, les architectes et souvent d'autres acteurs du type maître d'ouvrage, contrôleur technique, partenaire de la maîtrise d'œuvre. Et en fait, ces réflexions permettent de se connaître et de parler un langage commun autrement que sur les chantiers. En fait, on se voit ailleurs, on interagit, on se pose des questions. Et le fait de connaître l'autre et de savoir en fait quel est son enjeu sur un sujet en particulier. Moi, les premières fois que je suis allée à l'office, on a réfléchi à ce que c'était un DGD, des comptes généraux et définitifs. Ben, en fait, chacun galérait pour arriver au bout de ce truc, mais on ne connaissait pas le rôle de chacun, qui doit être où à quel moment. Et en fait, c'est basique, enfin, c'est un sujet qui n'est pas passionnant en soi, mais en fait, d'en discuter ensemble, ça permet de démêler des choses et de se mettre en fait sur un même niveau d'information sur des sujets. On avait eu la même chose avec la mission de synthèse, qui était claire pour personne, en fait, quand on en discutait. Même les maîtres d'ouvrage qui la commandaient ne savaient pas très très bien ce qu'ils attendaient. Donc de se poser tous ensemble autour d'une table et de se dire, bon, qu'est-ce que c'est cette mission? Qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce qu'on attend de l'archi? Qu'est-ce qu'on attend des bureaux d'études? Enfin voilà. Donc tout ça, c'est des sujets importants à porter. Et nationalement, l'Office existe aussi et réfléchit sur des sujets de réemploi, sur des sujets très pertinents vis-à-vis de la filière. Et un autre sujet important dans lequel on agit en ce moment, c'est l'Alliance pour le logement. Je vous disais, quand on travaille avec la FFB ou avec la FPI, on est bien mieux entendu. Là, dernièrement, vous avez dû forcément le voir, ça fait plusieurs années qu'on est dans une crise du logement en France avec des grosses difficultés de production et de réponse à des attentes, des besoins de la population. Et donc, on a monté un collectif qu'on a appelé l'Alliance pour le logement avec des acteurs qui d'habitude ne travaillent pas forcément ensemble. Là, on a même l'Union sociale pour l'habitat avec qui on travaille. On a des notaires. Des notaires se sont retrouvés aussi dans des grandes difficultés avec cette crise du logement. Et en fait, tous ensemble, on a réussi à créer des positions communes. En gros, on est 100% d'accord sur 80% des sujets. Et puis les autres, on en parle indépendamment les uns des autres, c'est pas un sujet. Mais en tout cas, sur ces 80%, on peut porter des choses communes, on peut aller dans les ministères, on peut ouvrir des portes. Et clairement, nous, une SFA, ça nous a permis d'ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais ouvertes tout seul. Et ça nous a permis aussi, ce que je vous disais, de un petit peu aussi modifier le discours et les projets qui sont portés, parce que parfois, c'est négatif pour nous architectes ou maîtrise d'œuvre de manière générale, mais les autres acteurs ne s'en rendent pas compte. Donc ils font des propositions qui peuvent passer, et que nous, si on n'a pas la main dessus, si on n'est pas dans le collectif, en fait, ça pourrait passer sans nous. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent et qui sont essentielles. Bon, après, ça, c'était juste pour vous redire quelque chose. C'est parce qu'en fait, oui, on est un syndicat, oui, on fait de la politique, oui, on fait du lobbying, mais en fait, on le fait. Le lobbying, c'est pas un gros mot. Le lobbying, souvent, on a l'impression que c'est un truc un peu malsain, un peu malvenu. Et en fait, non, un syndicat fait du lobbying, mais c'est du lobbying, c'est-à-dire juste porter la réalité dans les endroits de décision. En fait, sinon, ce que je vous disais tout à l'heure, nos décideurs n'ont pas connaissance de ce qu'on fait et de nos réalités de terrain. Et donc, ils en ont besoin, ils nous le demandent même régulièrement, qu'on aille porter les sujets, leur expliquer comment ça fonctionne, leur expliquer pourquoi telle décision est mieux qu'une autre. Il y a beaucoup de moments où ça a été essentiel. Du coup, voilà, là on a un peu brossé comment on y arrive à tout ça. Et en fait, un sujet qui pour moi est important, je vais même vous expliquer un petit peu comment il est arrivé dans mon histoire syndicale, c'est la question de genre et d'égalité professionnelle. C'est pas un sujet nouveau, hein, la branche s'en est déjà emparée, il y a eu déjà des accords qui estimaient, mais même des demandes nationales qui se font en fait au niveau de la branche architecture, donc les syndicats de salariés alliés aux syndicats patronaux qui travaillent ensemble sur des sujets de conventions collectives ou d'accords autour de la façon dont on travaille dans nos agences, s'était déjà emparé du sujet parce que l'État l'avait demandé sur certains points. Et notamment, on avait dû mettre en place
des index de parité dans les agences, mais en fait, ça concerne généralement ces choses-là des entreprises de plus de 11 ou de plus de 50 salariés, et clairement, ce n'est pas la grande masse des agences d'architecture. Donc, aujourd'hui, on est en train aussi d'essayer de travailler ça, mais sur des échelles plus petites. C'était pas un sujet nouveau, mais c'était pas un sujet non plus sur lequel on mettait la lumière. Et en fait, le ministère lui-même est venu, alors je vous expliquerai un petit peu comment on en est arrivé là, mais il y a aussi des chercheuses à l'école de Paris-La Villette qui s'étaient emparées du sujet et qui menaient une enquête sur les pratiques professionnelles et les inégalités et violences de genre. Je vais vous en mettre quelques extraits. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon, si je vous explique tout, on en a pour 2 heures. Il y a des graphiques dans tous les sens. Mais elle est hyper intéressante. Elle est en ligne sur le site du ministère, sur l'Observatoire de l'économie de l'architecture ou je suppose, sur le site de l'école de la Villette. Il y a plein d'informations intéressantes. Et en fait, on avait besoin de chiffres. C'est-à-dire qu'on on imaginait qu'il y avait des problématiques de cet ordre-là. Certaines le vivaient, témoignaient, mais on n'a pas de données. Et tant qu'on n'a pas de données, en fait, dans notre système de décision, tant qu'on n'a pas de données chiffrées, il ne se passe jamais rien. En fait, il faut qu'on arrive toujours dans un ministère ou dans un lieu de décision avec des chiffres, des graphiques, des données palpables et pas des impressions. Donc on avait besoin de ce type d'études pour avancer sur ce sujet. En fait, il y a déjà eu une prise de conscience. Ça permet ça, en fait. C'est-à-dire que même moi, au sein de l'UNSFA, j'ai vu que quand j'ai apporté ce sujet la première fois, on m'a dit oui, il y a peut-être des petits sujets, mais c'est pas... Et en fait, quand on arrive avec des graphiques qui montrent à quel point c'est une réalité dans le quotidien des architectes, alors ça c'est bien, c'est architecte ou architecte. Alors architecte femme, du coup, et bien c'est essentiel et ça permet une prise de conscience générale et petit à petit d'influencer en se disant oui, il y a des problématiques et donc il y a des choses à faire. Et ça prend du temps. Je vais vous montrer quelques slides sur les sujets qui sont abordés, notamment par exemple, elles ont étudié la question de la place des architectes. Alors il y a des données de l'ordre, il y a des données qu'on a données, il y a des études qu'on a faites nous-mêmes, il y a des choses qui sont au ministère, en fait il a fallu rassembler des éléments qui viennent de partout pour créer du chiffre et de montrer où sont les femmes dans la filière de l'architecture, quels sont leurs types d'activités, quels sont leurs revenus, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent au fil de leur carrière. Et c'est une étude, comment c'est fait par des chercheuses sérieuses, c'est-à-dire que ça partait pas du postulat qu'il y avait un problème, ça partait du postulat qu'on allait observer la situation et voir ce qui se passe. Donc, celle-ci, elle est assez parlante. On parle de différence de revenus dans l'exercice indépendant. Mais on a des différences aussi chez les salariés. On peut se l'expliquer. Enfin, il y a plein d'explications qui amènent ce pourquoi, parce que c'est aussi intéressant de se dire, OK, il y a des différences, mais pourquoi elles sont là et comment on agit dessus. Ici, vous avez un graphique qui montre les revenus moyens des hommes, les revenus moyens des femmes en bas et au milieu, les revenus moyens des architectes en général. On voit que plus on monte dans la pyramide des âges, plus les différences sont énormes. En dessous de 35 ans, on est à 20%, ce qui est beaucoup moins que le 47, mais qui reste déjà anormal. En tout cas, ça devrait plus exister, ce type de différence. On est sur l'exercice libéral, hein, on est bien là-dessus. Et du coup, voilà, ça, clairement, ce sont des chiffres, c'est une réalité. Partant de là, il y a un constat à faire, c'est pourquoi et comment, surtout, faire évoluer ça. Ces différences, elles sont aussi liées à des différences de parcours qui sont des différences systémiques, en fait. Il y a, je ne l'ai pas pris le slide, je crois, mais en fait, les femmes qui s'installent ont des moments de décrochage dans leur carrière professionnelle. Alors, on l'explique évidemment par des questions de maternité. C'est des moments où, si vous êtes installée toute seule à votre compte à 30 ans et qu'à 35, vous avez un enfant, de fait, votre revenu ne va pas évoluer de la même manière que si vous n'aviez pas eu d'enfant. C'est un fait, c'est comme ça. Et donc voilà, toutes ces questions-là, elles sont maintenant évaluées, chiffrées. Et d'autres questions se posent. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'il y a aussi une évolution qui ne se fait pas pareil dans le cours de la carrière, c'est aussi lié à des attitudes que l'on a collectivement
et des plafonds de verre qui existent, des plafonds de verre qu'on se fait peut-être nous-mêmes, peu importe la cause, mais en tout cas c'est des plafonds de verre qui existent. Et il y a une grande question aussi de la représentation des femmes architectes dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire qu'il y a un manque de ce qu'on appelle des rôles modèles pour les jeunes architectes femmes, en fait, il y a peu de mise en valeur de femmes architectes dans notre univers. Et ça, on l'a chiffré aussi, on l'a regardé. Voilà, hop, je vais avancer, voilà. Ça, c'est les grands prix liés à l'architecture entre 2015 et 2024. Vous avez tout le nombre de personnes primées par prix. Donc voilà, l'équerre d'argent, AJAP. Alors il y a différents types, des concours étudiants, le prix de la construction bois. Donc on est sur là un panel complet du nombre de prix donnés. Si on prend le même panel et qu'on regarde les femmes concernées par ces prix, on retombe à ça. Et ça, sachant que là, en fait, on a en bleu les agences où il y a une femme et un homme, au moins. Enfin, en tout cas, c'est pas une femme seule. On a en rose clair des agences où il y a femmes et hommes, mais où les femmes sont majoritaires. Oui, c'est ça, majoritaire. Et en rose foncé, les agences où il n'y a que des femmes. Ce qui donne ça. En fait, on a cette vision, on a peu dans notre imaginaire de femmes mises en avant, et on l'a sur d'autres sujets, sur des conférences, sur des couvertures de revues. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut collectivement agir, en fait, et faire avancer des choses. En tout cas, c'est un constat chiffré, voilà. Une forme d'invisibilisation, volontaire ou pas volontaire. En fait, il n'y a pas d'accusation derrière ça, c'est juste un constat. Et puis, un autre sujet que là, l'UNSFA avait pris fortement en main, puisqu'on parle effectivement de pratique professionnelle et que c'est bien ce qui nous anime en tant que syndicat patronal, on a essayé de comprendre les process de violence sexiste qui s'exercent tout au long d'une carrière et qui impactent le déroulement d'une évolution en tant qu'architecte. Là-dessus, je pourrais vous en parler un peu plus longuement si vous voulez. J'ai des choses, mais en fait, là, pour le coup, je vous le raconterai tout à l'heure, mais c'est l'UNSFA qui avait pris ce sujet en main, qui a fait une enquête, qui a eu des témoignages nombreux, qui en fait ont permis aux chercheuses de comprendre comment, en fait, des remarques au quotidien, des choses, voilà, des agissements dans les agences, dans les écoles, et après sur les chantiers, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on a même remarqué que c'était beaucoup au sein de la profession. C'est pas l'extérieur, c'est pas forcément le maître d'ouvrage, c'est pas forcément les ouvriers sur le chantier, où en fait on aurait tendance à penser que ça vient de là. C'est aussi entre nous, où en fait il y a des vraies problématiques d'agissement qui en fait petit à petit font que certaines femmes ne se sentent pas en capacité d'être à leur place en tant qu'architecte, chef d'entreprise. Et donc s'auto-dévalorisent. Enfin, c'est tout un système qui est très bien documenté et qui n'existe pas que chez nous, hein, et qui en fait petit à petit font que une femme architecte se sent pas avec assez armée en fait, et se sent pas à sa place. Et du coup décroche, change de carrière. On a énormément de témoignages de ce type. Voilà. Donc ça, en fait, elles ont conclu, je vous laisserai lire les détails de l'étude parce qu'elle est vraiment très intéressante, à un système engrenage qui font que, en fait, l'un allant dans l'autre, au final, les carrières féminines ne sont pas du tout les mêmes que les carrières masculines. Et d'ailleurs, j'ai eu un témoignage assez intéressant qui n'était pas du tout imaginé par les chercheuses. Donc là, elles font revenir pour évaluer quelque chose sur ce qu'on avait le début de carrière, on avait la maternité, ça c'est des choses qu'on a bien évaluées, mais j'ai récemment une architecte très connue dont je tairai le nom qui est venue évoquer avec moi des questions de sexisme en fin de carrière. C'est-à-dire en fait, on n'y avait pas du tout pensé, les chercheuses non plus, mais c'est pour elles une réalité. Donc on va voir si c'est une réalité pour elles ou si c'est une réalité globale. Et j'ai malheureusement tendance à penser que c'est une réalité globale. C'est qu'en fait, un homme qui vieillit, mais c'est vrai pour tout, potentiellement on va penser qu'il prend en valeur. Et en fait, une femme qui vieillit dans nos sociétés, on n'a pas cette vision-là. Donc, une architecte qui s'installe jeune, qui mène sa carrière, qui fait grandir son agence, qui gagne en visibilité comme elle,
voilà, elle est sur une pente plutôt très positive. Et puis arrive un moment où en fait, elle se rend compte que elle est plus, comment elle a utilisé un mot là, elle est plus bankable. Elle m'a dit voilà, donc moi l'image colle pas quoi, elle passe pas bien en photo. Donc voilà, sa carrière, elle a senti qu'il y avait un gros creux. Donc voilà, à vérifier. Il faut évidemment comment documenter tout ça, mais c'est une réalité qu'on n'avait pas en tête. En tout cas, tous ces éléments sur la carrière des architectes, sur le sexisme et tout ça, c'est arrivé à l'UNSFA par en fait, l'UNAPL dont je vous parlais tout à l'heure, qui rassemble l'ensemble des professions libérales, a organisé un webinaire en novembre, alors je crois que c'était 2022, autour des violences sexistes sur les professions libérales. Et le sujet, c'était voilà, comprendre, agir. Et il fallait des témoignages de plusieurs professions. Et on m'a demandé si je voulais bien témoigner pour les architectes. Alors là, je me suis dit, moi, je veux bien témoigner, j'ai bien quelques exemples à titre personnel, mais c'est pas le sujet. En fait, on me demandait de parler pour les architectes. Je n'avais aucune donnée, je ne savais pas si ma vision des choses était quelque chose de général ou si c'était juste un vécu personnel. Donc, je me sentais désarmée par rapport à ça. J'en ai parlé en bureau et je leur ai dit, OK, moi, j'y vais à ce webinaire, je témoigne. Et là, j'étais obligée de témoigner en mon nom à moi puisque je n'avais pas de données. Et je leur ai dit, par contre, ce serait intéressant qu'on documente cette réalité, voir si elle existe chez nous comme ailleurs. Parce que du coup, dans ces témoignages-là, il y avait des avocates, il y avait des professions de santé, il y avait une vétérinaire, enfin voilà, il y avait plusieurs types de professions où, en fait, ces professions-là étaient beaucoup plus avancées que nous sur ces questions. Et c'était vraiment posé la question. Et nous, on était un peu naïfs. Donc, je me suis dit, allons-y. Et le bureau m'a suivi. Ils ont dit, OK, admettons, certains étaient un peu sceptiques. Je vous dis, mais c'est peut-être pas les meilleurs exemples sur le sujet, donc c'est normal. Et du coup, voilà, on a avancé sur ce sujet. On a créé un groupe de travail autour de l'égalité. On en a fait une table ronde au congrès suivant. On a fait cette enquête sur le sexisme. Et donc, on a fait... voilà, on a essayé d'aborder le sujet sur plusieurs visions. Attendez, hop, excusez-moi. C'est pas ça, c'est pas grave. Sur plusieurs façons d'aborder les choses, et notamment aussi avec un regard autocritique, en se disant, ok, on dit les prix c'est pas bien, ils mettent pas les femmes en avant, machin, mais on s'est dit, mais nous, une SFA, comment on fait? Est-ce qu'on est irréprochable quoi? Donc on s'est posé la question, on a dit voilà, les tables rondes qu'on organise, les webinaires, notre revue, est-ce qu'on met nous aussi les femmes de côté? Est-ce qu'on fait ce que fait tout le monde? C'est-à-dire qu'on fait parler des femmes quand on parle de bien-être dans l'habitat et je sais pas quoi, et on fait parler des hommes quand il faut parler technique. En fait, on le faisait un peu. On le fait sûrement encore, mais on essaye de le faire de moins en moins. En tout cas, on a fait une autocritique. Et on s'est donné une feuille de route. En se disant, voilà, on a identifié des choses importantes. Et un premier point, c'était, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des réelles problématiques de sexisme au sein des agences et que c'est un vrai sujet en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que le chef d'entreprise a des agissements sexistes envers ses salariés, c'est pas qu'on dit ça, c'est que si jamais il se passe quelque chose contre une de vos salariés, ou un d'ailleurs, enfin en tout cas peu importe, sur un chantier, lors d'une réunion, si c'est quelqu'un de l'agence, enfin 2 personnes de l'agence concernées, ou si c'est quelqu'un d'extérieur, si vous ne faites rien, vous êtes responsable. Donc on s'est dit, faut peut-être, moi j'en avais pas conscience, personne n'en avait vraiment conscience que ça pouvait prendre des proportions importantes en fait. Et donc moi je me suis dit, ceux qui n'étaient pas convaincus qu'il y avait un vrai sujet pour l'UNSFA à ce niveau-là, je vais les attraper par là. C'est-à-dire qu'en fait, si je leur dis, ouais, mais en fait, peut-être tu penses qu'il n'y a rien, peut-être que tu penses que ce que je dis c'est n'importe quoi, que c'est pas vraiment un problème. En attendant, si il se passe quelque chose dans ton agence, c'est toi qui es responsable. Et donc par là, on a un peu ramené le sujet sur quelque chose qui était entendable par tous. Je dis tous, mais toutes et tous, ça aurait été bien aussi, mais tous. Voilà, donc on a choisi de chercher à mettre en place des formations pour savoir en fait repérer et agir, comment agir, quoi mettre en place, voilà, pour assurer la sécurité de nos salariés. Et aussi chercher, lutter contre l'invisibilisation, il n'est pas facile ce mot. Ça, voilà, je vous disais, on essaie de regarder ce qu'on fait nous en interne et puis d'agir à l'extérieur quand on le peut. Et puis aussi des questions autour de la parentalité.
Parce qu'en fait, dans les discussions, on s'est rendu compte que c'était quand même un moment clé de la carrière qui posait question pour les femmes et qui faisait des ruptures de carrière. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On a réfléchi, on a créé un groupe de travail spécifique dans lequel on travaille avec l'UNAPL, avec la MAF et avec l'Ordre sur ce sujet de comment en fait faire en sorte au mieux qu'on n'ait pas à choisir entre développer son agence et avoir des enfants. En résumé, ça donne ça. Donc voilà, c'est devenu un thème à part entière. On a eu une première table ronde au congrès du Havre pour l'UNSFA. Au congrès d'Avignon, on avait une autre table ronde et on a fait venir une exposition. Je ne sais pas si vous connaissez Aude Bélanger, qui est une illustratrice architecte de base et qui en fait a interrogé des architectes et a mis en dessin des situations, des témoignages de violences sexistes dans les écoles, dans les agences, en tout cas dans la pratique de l'architecte sur toute sa carrière. Et elles sont en ligne, les illustrations, elles sont assez pertinentes. On a fait un numéro de Passion Architecture spécifique sur la place des femmes dans nos organisations, pas dans l'architecture de manière générale, c'est pas notre sujet, mais par contre dans la profession, dans la représentation de la profession, des femmes qui s'engagent, des femmes architectes qui s'engagent sur un sujet ou sur un autre. Mais voilà, donc on a fait ça, c'est en ligne aussi, vous pourrez le trouver. Et puis une exposition, la dernière image que vous voyez, qui est vraiment intéressante, enfin en tout cas elle est très percutante pour prendre conscience de cette invisibilisation, où en fait c'est MEMO, l'association MEMO, Mouvement pour l'équité dans la maîtrise d'œuvre, qui a créé cette expo, où en fait on a les architectes qu'on connaît tous, Le Corbusier et compagnie, enfin là c'est lui qu'on a sur l'image, et en fait dans beaucoup de cas, dans leurs agences, dans ce qu'ils ont produit, ils étaient associés à des femmes, enfin pas forcément associés au sens juridique du terme, mais en tout cas ils ont travaillé avec des femmes dont on n'entend jamais parler, et donc dont on ne connaît pas les noms, dont on ne connaît pas les visages, et donc là, en fait, l'exposition permet de repérer des architectes où on n'a même pas besoin de les voir vraiment, on voit un contour, on les reconnaît, on sait qui c'est, et puis en fait, en enlevant le calque, on découvre la femme qui était avec, alors pas derrière, mais avec lui, à côté, à travailler sur les projets qu'on connaît et pour le coup, on a sorti ces femmes de l'historique. Donc voilà, enfin, c'est tout ça pour dire qu'au sein de l'UNSFA, on a cherché à mettre cette thématique au cœur de nos actions. Et donc, je vous parlais de la maternité comme un sujet très important. Je ne vais pas vous détailler toute l'étude, mais en fait, on vient de finaliser l'analyse d'une enquête que l'on a menée sur les questions de la maternité et de comment comment elle influe sur les parcours. Donc, on a mené l'étude. Elle a été présentée dans le cadre de la journée de l'Observatoire de l'économie de l'architecture par le ministère de la Culture. En fait, je vais revenir en arrière, je vais revenir ici. Ce que vous voyez à droite, c'est les questions de comment on a géré, comment chaque personne ayant témoigné a géré la période de la naissance, avant, après la naissance, en termes de remplacement simplement, enfin de comment on gère un creux d'activité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller sur les chantiers, on n'est pas forcément à l'agence, on est moins disponible. Donc comment on gère ça, comment on s'organise, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui se faisaient. Alors soit il y a des choix drastiques, il y a des femmes qui ont dit moi je veux développer mon agence, je n'aurai pas d'enfants. Il y en a qui ont dit moi voilà, j'ai choisi mes enfants, mon agence on verra ce que ça donne, mais c'est un choix. Il y en a qui ont dit moi je veux tout faire, qui n'arrêtent rien, mais au risque de mettre en péril leur santé ou leur santé mentale, santé physique, tout ce que vous voulez, qui se lancent dans des process un peu compliqués. Et puis il y en a qui se mettent dans des situations un petit peu alors bancales juridiquement, bancales au niveau aussi déontologique, mais qui cherchent en fait des façons de se faire remplacer, de comment en fait je confie mes affaires en cours à quelqu'un d'autre le temps d'eux. Voilà, est-ce que si j'ai déposé le permis, a priori il n'y a pas de problème, tout va bien, l'ordre ne dira rien, mais si c'est un truc en cours de conception, je ne vais pas dire à mon client je pars 6-7 mois, puis je reviens, on reparle du permis en rentrant. Ça, c'est pas entendable. Et en fait, on ne peut plus accepter aujourd'hui qu'une
une femme, parce qu'elle est en âge d'avoir des enfants ou parce elle évoque ouvertement un projet de maternité, se retrouve avec des affaires qu'on ne lui confie pas. Parce que, enfin voilà, on peut pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour se dire qu'il n'y a pas de raison de ça. Et en fait, ça pose aussi une question beaucoup plus large de parentalité. C'est-à-dire que oui, les femmes sont impactées, mais on peut aussi penser que aujourd'hui, les hommes s'impliquent plus dans leur parentalité que ça n'a été le cas dans des générations précédentes, et que donc même eux, leur carrière pourrait être impactée par ces moments de vie. Donc, on a identifié un peu des solutions qui se créent un peu par comme ça, sans cadre, on va dire. Et donc, je suis revenue en arrière sur mes slides. Aujourd'hui, en fait, c'est des questions qu'on travaille de manière active avec la MAF notamment et avec l'ordre pour savoir comment on peut organiser juridiquement, déontologiquement et aussi dans l'organisation pure des remplacements au sein de notre profession. Et en fait, c'est des choses qui existent et on s'appuie beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup à l'UNAPL sur ces sujets-là. D'autres professions ont géré ça avant nous. Nous, on a un peu fait les autruches. On a fait comme s'il n'y avait pas de sujet. D'autres l'ont pris en main beaucoup plus tôt que nous. Et donc aujourd'hui, on s'appuie sur des travaux existants pour créer un cadre pour les architectes. Alors, c'est pas encore fini, ça prend beaucoup de temps, mais ça, c'est comme tous les sujets. Mais pour, en tout cas, cadrer cette période de vie et ne pas en faire un obstacle. Ça, c'est assez important. Et ce qu'il y a aussi de très important dans tout ça, donc ça, je vous dis, on va essayer de voir comment mettre en place des plateformes, parce qu'en fait, des fois, on connaît quelqu'un qui peut nous remplacer, donc c'est facile. Enfin, c'est facile. En tout cas, c'est envisageable, mais des fois, juste, on est là tout seul, on se dit, OK, et maintenant, je fais quoi? Et des systèmes de mise en relation, ça existe chez d'autres professions, de dire, voilà, mais après, comment on fait confiance à celui à qui on confie les missions, qui est responsable de quoi, au moment où je m'arrête, au moment où je reprends, comment après coup, s'il y a un sinistre, on est en capacité de dire qui a agi, qui a pris la décision. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le moment, on est en train d'affiner les choses. La MAF est très porteuse du sujet. Parce que, je vais vous expliquer, et là c'est quelque chose d'essentiel, c'est qu'en fait ce qu'on met en place aujourd'hui pour des questions de maternité et de parentalité, c'est quelque chose qui va impacter tout le monde. En fait, on s'arrête quand on a un enfant, oui, mais on s'arrête aussi parce qu'on a un accident de vie, parce qu'on est malade, parce qu'on a envie de partir un an je ne sais où. Aujourd'hui, en tant qu'architecte installé à son compte, ça n'est pas imaginable, et on souhaite que demain, le plus tôt possible, en fait, on puisse comme le font les médecins, comme le font les pharmaciens, comme le font les avocats, pouvoir transférer un temps donné nos affaires à quelqu'un d'autre en toute sécurité, en étant serein, parce que c'est souvent des moments de vie où on n'est pas bien à l'aise, enfin voilà, on ne sait pas très bien où on va, et bien voilà, qu'on puisse se sentir rassuré du cadre dans lequel on peut avancer, et aussi qu'on puisse être rassuré de quand on revient, récupérer quelque chose qui tourne. Donc ça, c'est vraiment des sujets essentiels qui ne touchent pas que les femmes. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à pousser ces sujets assez loin et à les faire avancer. Simplement, ce sur quoi je voudrais finir, c'est qu'en fait, voilà, on a parlé d'engagement, on a parlé de là où on avait de l'impact, on a parlé de la nécessité d'y aller ensemble, en collectif. Je vous ai aussi, je pense, montré comment un sujet peut être pris en main par le groupe et être porté et donner des solutions concrètes aux professionnels que nous sommes ou serons, en tout cas pour l'avenir. Je pense que voilà, le cadre dans lequel on exerce, on est souvent un petit peu contraint par ce cadre, mais en réalité, il n'est pas figé. On a la main sur beaucoup de choses tant qu'on y va de manière organisée et tant qu'on se donne les moyens collectifs de porter nos intérêts, tout simplement. Ce que je voulais vous dire avant tout, voilà, c'est qu'un architecte seul a la main sur beaucoup de choses, mais collectivement, on a la main sur beaucoup de choses, que de toute façon,
des décisions se prennent. Si on n'y est pas, elles se prendront sans nous. Et la question de fond qu'on peut se poser aujourd'hui, parce qu'on l'a vu avec les questions de maternité, de genre, mais il y a beaucoup de sujets comme celui-ci, des sujets très techniques que moi je maîtrise moins, donc je vous en parlerai pas. Mais c'est pareil sur les normes. Voilà la RE 2020 qui est en train d'être revue. Nous, on est dedans, on essaie de faire bouger des lignes. Tous ces sujets-là, on a la main dessus. Et la question de fond, c'est quelle profession on veut nous exercer, quel cadre on veut pour notre profession et surtout quel cadre on veut pour les générations d'architectes à venir. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.